Écoféminisme, les chroniques d'Écofémina. L'écoféminisme n'est pas qu'une question d'environnement et de genre. C'est une pensée qui tisse ensemble les oppressions, domination de la nature, exploitation des corps des femmes, racisme, capitalisme, ces systèmes qui ne sont pas séparés. Ils se nourrissent les uns les autres. C'est précisément ce que nos deux invités incarnent chacune à leur façon. Aujourd'hui, on reçoit Christelle Ngoyos, qui est féministe de cœur depuis toujours. Les inégalités de genre t'ont véritablement sauté aux yeux après la naissance de ta fille en 2018. C'est en la voyant grandir que tu as conscientisé la nécessité pour toi de t'engager dans le militantisme politique et l'écoféminisme. Co-responsable de la commission féminisme des écologistes et membre du conseil fédéral du parti, tu t'es engagée car lassée de voir si peu de représentation de personnes qui te ressemblent et qui ressemblent aux personnes avec lesquelles tu as grandi. Comme tu le disais, il y a ceux qui font de la politique pour leur carrière et donc déconnectés de la réalité, et celles et ceux qui font de la politique par nécessité, comme toi. C'est en prenant place dans le parti politique avec lequel tu partages le plus de valeurs et en apportant ton point de vue de femme noire, queer, que tu espères pouvoir faire bouger les lignes d'une écologie politique, féministe, antiraciste, radicale et décoloniale, notamment au sein de la tendance radicalement vôtre. Merci d'être là. Merci, bonjour à tous. Bettina Zwourly, doit-on encore te présenter. Tu es autrice, vulgarisatrice et conférencière en ligne via ton compte Bettina Zwourly qui réunit près de 68 000 abonnés sur Instagram et par le biais de spectacles et conférences. Tu es spécialisée sur les questions de genre, de maternité et les discriminations. Ton objectif est de proposer des réflexions autour des normes pour mieux s'en défaire. Tu as publié Être ou ne pas être mère en 2024 et Notre corps, leur choix en 2026 aux éditions Payot. Tu joues également les spectacles Pourquoi j'ai invité mon agresseur à mon mariage en 2025, qui aura lieu d'ailleurs demain à la Médiane. On en reparlera plus tard. Merci d'être là. Bonjour, merci beaucoup. Première question, donc pour commencer. L'écoféminisme, donc ce n'est pas juste féminisme et écologie. C'est quoi pour vous, et c'est votre définition de l'écoféminisme, et en quoi c'est une pensée des oppressions systémiques? Vas-y. Ok, je commence. Alors effectivement, pour moi, l'écoféminisme, c'est pas deux notions qui s'ajoutent, mais ce sont des systèmes d'oppression qui s'entrecroisent. Et donc, dans notre monde capitaliste, on ne voit les ressources que sous le prisme du rendement. Et donc, quand ça concerne le corps des femmes, c'est comment une femme va procréer et assurer la descendance. Et en ce qui concerne les terres, c'est quel rendement agricole on peut en récupérer. Au-delà des considérations, on va dire, des fois naturelles, l'expansion de la monoculture, l'extractivisme effréné et sans limite. Et donc, du coup, l'écoféminisme, c'est l'un des mécanismes de pensée qui permet de faire des ponts entre différents systèmes d'oppression. Et donc, je pense que c'est une petite voie qui permet de faire des croisements entre différentes luttes. Bah, tout à fait d'accord aussi. Effectivement, ouais, c'est vraiment le fait de se dire qu'il y a des hiérarchies à défaire et que, en priori, en tant que féministe, ce serait un peu bizarre de ne pas s'intéresser aux questions antiracistes, anticolonialistes, écologistes, etc. Et que tout est lié puisque il y a des systèmes de domination qui se nourrissent les uns les autres, quoi. Donc, ouais, tout à fait d'accord. Merci. Christelle, tu portes un regard de femme noire, queer et engagée dans une écologie radicale et décoloniale. En quoi la question raciale et coloniale est-elle indissociable de l'écoféminisme et pourquoi l'écologie mainstream a-t-elle encore du mal à l'intégrer ? Alors, comme je disais tout à l'heure, l'écoféminisme, elle permet de faire le lien entre différents mécanismes de prédation. Et la logique coloniale, elle s'appuie en fait sur une campagne de déshumanisation, de mise à distance de terres qu'on a considérées éloignées de l'Occident. Donc, on a identifié les richesses de ces terres-là et on s'est dit qu'on allait se les approprier sans poser la question et sans même contrepartie envers les personnes concernées. Et donc, cette campagne de déshumanisation de certains types de populations, de certains types de cultures, elle se découle encore aujourd'hui dans la manière dont on a de se positionner vis-à-vis de ce qu'on appelle les autres ou des personnes qui vivent dans le sud global. Et clairement, aujourd'hui, l'écologie, elle ne peut pas se baser uniquement sur le prisme occidental. Elle doit prendre en compte, en fait, l'héritage colonial et véritablement ne pas se positionner en tant que coupable, mais en tant que
héritage historique et donc aujourd'hui prendre en considération tous les vécus des terres qui ont malheureusement subi le colonialisme et qui ont surtout mis en place des systèmes de défense, des systèmes de subsistance, de coopération qu'on a eu tendance à oublier en Occident, je trouve. Et donc, je pense qu'on a tout intérêt à prendre le meilleur de chaque population, chaque culture. Et surtout, l'écologie, elle ne peut pas se vivre de la même manière en fonction de là où on est, de là où on grandit, de son milieu social. Et donc, c'est vraiment pour ça que l'écologie décoloniale, pour moi, est vraiment primordiale et indissociable de l'écoféminisme et de l'écologie politique. Merci. Bettina, tu veux dire quelque chose ? C'était pour rebondir sur l'actualité récente avec un exemple du WWF qui a provoqué la démission de sa présidente Alexandra Palt parce qu'elle s'était rendue à une marche antiraciste en lien avec la France Insoumise, mais peu importe à la limite le parti. Et ça en dit long sur l'héritage colonial justement de certaines institutions et organismes que moi j'avoue j'ai fait partie des personnes qui ont encensé le WWF pendant longtemps avant de découvrir les liens de l'écoféminisme notamment quoi. Et qu'effectivement il y a un ancrage colonial super ancré dans des institutions qu'on peut encenser par ailleurs pour plein d'autres raisons sans si on n'a pas ce prisme de lecture là en fait on tombe complètement à côté quoi. Et j'avoue que cet acte-là, le fait qu'elle ait dû démissionner, ça en dit quand même long. Parce que, voilà, il y a eu un communiqué en disant qu'il ne faisait pas d'antiracisme au WWF. Donc, voilà, c'était super. C'est ça, en fait, l'écoféminisme intersectionnel, ça fait vraiment tous les ponts et tous les liens. Et qu'en fait, si on fait que juste de l'écologie ou juste du féminisme ou juste certaines luttes isolées, en fait, on va créer d'autres systèmes de domination et d'oppression, en fait. Et donc, c'est vraiment toute l'interconnexion des luttes et elles sont toutes à parts égales et tout est important. À quel moment, justement, l'écoféminisme est-il devenu une évidence pour vous et comment ça s'incarne concrètement dans votre vie, dans votre quotidien ? Alors, moi, je dirais que je ne veux pas faire genre ça a été une épiphanie hyper claire. Ça a été très, très progressif parce que j'admets que moi, pendant longtemps, j'ai été dans un féminisme très... porté par des personnalités blanches, plutôt de classe supérieure, etc. Et que moi, le discours un peu libéral de la girl boss, ça m'allait très bien il y a 10 ans. Puis après, j'ai un peu déchanté. Et du coup, je trouve ça aussi important de se dire qu'on peut tous et toutes venir de loin, entre guillemets, dans le sens où, en fait, on a plein de biais. On a tous et toutes des gros biais à déconstruire. Ça, je pense que c'est cool de l'avoir en tête. Et que du coup, ouais, moi, c'est vraiment en étant en contact avec les personnes qui se situent aux marges, pour reprendre un peu les propos de Bell Hooks notamment, et notamment son livre de la marge au centre, qui est trop bien, c'est qu'en fait, quand tu pars de discours des personnes les plus discriminées, tu te rends compte qu'il y a énormément de choses à prendre en compte. Et donc, moi, ça s'est fait un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de sensibilité qui était là. Par exemple, je sais pas, ça fait 10 ans que je mange pas de viande parce que je trouve que... je sais pas, ça me paraissait logique, en fait. Mais ensuite, je sais pas, j'ai découvert d'autres combats qui m'ont paru hyper importants. Et en fait, quand ça te prend aux tripes, tu te rends bien compte que c'est impossible de dissocier tout ça et de faire une hiérarchie entre les luttes et que la situation, par exemple, des Palestiniennes aujourd'hui, elle nous concerne, c'est comme un peu une boussole féministe, j'ai envie de dire, c'est que ça nous concerne évidemment de près comme de loin. Et voilà, en tout cas, c'est important de dire que moi, ça a été progressif aussi, quoi, parce que j'avais plein de biais, que j'ai grandi dans une famille de centre-gauche, on va dire, très peu politisée et que... ça s'est fait petit à petit par la force des choses aussi, quoi. De mon côté aussi, ça a été très progressif. J'ai toujours eu, comme Bettina, cette sensibilité écologiste, cette sensibilité féministe. Mais j'ai mis du temps à conscientiser l'intérêt de l'action politique. Et c'est vraiment en devenant mère que le féminisme concret est devenu un non négociable. Après, je suis rentrée dans un tunnel de la maternité d'un nouveau-né, donc... j'ai vécu, on va dire, mon féminisme très auto-centré et dans ma manière d'éduquer ma fille et sur ce que je ne voulais pas reproduire et que j'avais vécu étant enfant. Et donc, ce qui m'a permis vraiment de déconstruire pas mal de choses. Et il y a 3 ans, j'ai décidé de m'investir en politique et donc de devenir adhérente des écologistes. Et parce qu'en fait, lassée de ne pas avoir de représentation de personnes qui me ressemblent, justement, et frustrée de toujours me plaindre, mais de me dire, OK, mais qu'est-ce que je fais, moi, pour contribuer à ce que ça change ?
Et donc, moi, j'ai pas d'ambition électorale, on va dire externe, mais l'ambition de changer les choses, on va dire, de l'intérieur. Aujourd'hui, je suis à la tête de la commission féminisme, qui est l'une des plus grandes commissions thématiques des écologistes et les plus importantes, puisqu'on a beaucoup de parlementaires qui sont issus du mouvement écoféministe. Et donc, prendre ma place, c'est déjà un acte fort, puisque je crois être la première co-responsable noire de la commission féminisme des écologistes. Et c'est en changeant les représentations que j'ai bon espoir qu'on puisse inspirer de nouveaux et de nouvelles personnes, et par mon vécu aussi bouger les lignes en interne, et proposer aussi d'autres types de militantisme. Voilà. Et dans ma vie de tous les jours, c'est parler de mon engagement, faire grève aussi, parce que j'ai la possibilité de faire grève pour le 8 mars, et susciter des discussions au sein de mon environnement professionnel. Merci beaucoup pour votre présentation. Et c'est marrant parce que j'ai pas ajouté ça, mais ça fait grave écho ce que tu viens de dire. C'est que moi, l'engagement féministe, c'est un peu arrivé quand j'ai conscientisé le fait que je voulais pas d'enfants, à l'inverse. Mais du coup, les deux et ça montre bien que peu importe le fait de vouloir un enfant ou de pas en vouloir, en fait, on est alliés et pas du tout en compétition les unes avec les autres. Donc, c'est assez chouette de le mentionner aussi, quoi. Et que effectivement, ouais, dans la posture, on va dire, dans le quotidien, comment ça s'incarne, c'est aussi, moi, je sais pas, en tant que personne qui écrit, il y a l'idée d'aller, de ne pas prendre des ressources qui sont seulement occidentales. C'est-à-dire sur le lien avec la maternité ou la non-maternité, c'était de se dire le droit, la lutte pour l'IVG, par exemple, ça n'a pas toujours été une priorité selon le type de personne. C'est-à-dire que je reprends un exemple dont on entend beaucoup parler dans les milieux écoféministes ou féministes, mais dans les années 70, les femmes blanches de l'Hexagone se battaient pour l'accès à l'avortement, tandis que y avait des médecins de l'Hexagone blanc qui allaient dans les Antilles pour stériliser de force ou faire des IVG de force aux femmes racisées, Guadeloupe, Martinique, tout ça. Donc, de se dire qu'en fait, il y a toujours plusieurs manières d'aborder un sujet, et que si on veut être le mieux... le plus pertinent possible, c'est hyper important de se dire qu'ok, nous on a un biais, une manière de voir les choses, et ok, une autre personne qui vit une autre réalité que moi, c'est quoi son besoin à elle à l'instant T, quoi. Hyper important. Merci. En plus, c'est une super transition pour la suite. Parfait. C'est donc justement le corps des femmes et la nature avec les mêmes systèmes d'exploitation, avec ce côté corps couveuse et terre ressources. Françoise Daubonne, qui a nommé du coup les mouvements écoféministes, écrivait dans son livre Le féminisme ou la mort que le corps des femmes et la nature subissent les mêmes logiques d'exploitation capitaliste, les corps comme couveuse et production des futurs consommateurs et producteurs du capitalisme, et comme force de travail domestique, comme objet sexuel, et la nature comme ressource à extraire, à posséder. Est-ce que cette analogie vous parle encore aujourd'hui ? Oui, totalement. Notamment sur la manière dont on considère le corps des femmes à disposition comme une ressource. Aujourd'hui, on a encore à parler du body count, des femmes, puisque les femmes sont censées être pures pour atteindre l'heureux élu dans la vision hétérosexuelle hétéronormée. On a aussi cette manière de valoriser les femmes par la maternité encore, sans pour autant leur donner les moyens d'être mères sans s'épuiser. Il y a tout aussi le travail domestique, donc le travail domestique dans un couple hétérosexuel, mais aussi dans la famille traditionnelle, dans le sens où dans une société où on aura de plus en plus besoin d'aidants et d'aidantes, on compte sur les femmes pour qu'elles assurent ce rôle-là, sans leur donner les moyens matériels et logistiques d'assurer cette position-là. Et surtout, on compte sur la solidarité familiale, la solidarité féminine, pour que l'État se désengage de ce sujet-là, qui est une problématique qui va devenir de plus en plus importante parce que notre population est vieillissante. Et donc, tous ces pans de la société qui sont utiles, essentiels, mais comme assignés à des rôles féminins, jugés non prioritaires pour qu'on mette les moyens matériels, financiers et logistiques en face. Et après... En ce qui concerne les terres, il suffit de considérer les 7 limites planétaires qui ont été franchies. Enfin voilà, ça veut tout dire. Et on continue à creuser notre propre tombe, et surtout à ne pas mettre encore les ambitions politiques et financières en face. Et il faut vraiment que on conscientise tout ce qu'il y a comme impact sur la santé environnementale et sur notre propre
notre propre survie, notre propre moyen d'existence et de subsistance, pour vraiment se dire qu'on arrive à un moment critique et charnière et qu'il faut vraiment qu'on mette un coup d'accélérateur sur ces sujets-là. Carrément d'accord, malheureusement, quel triste constat. Et ouais, moi j'ajouterais juste que ce qui est assez problématique, je pense, dans notre vision de voir notamment la maternité, c'est que c'est vu comme une donnée économique chiffrable au même titre que le PIB. C'est-à-dire que tous les ans, depuis plusieurs années, vous l'avez peut-être remarqué, tous les médias sont dans un propos hyper alarmiste de oh là là, la baisse de la natalité continue. Et effectivement, le nombre d'enfants qu'on fait en France baisse depuis à peu près 2010, mais c'est toujours traité comme juste une denrée chiffrée, comme s'il n'y avait pas d'êtres humains derrière, en fait, comme si c'était pas un sujet hyper complexe qui relève à la fois de désirs individuels, de problématiques structurelles, comme tu l'as rappelé aussi, le fait de pas donner les moyens aux familles, hein, c'est-à-dire que c'est hyper... Enfin, les raisons, elles sont hyper claires, hein. Les gens, quand on les sonde, on sait très bien les raisons pour lesquelles il y a moins d'enfants qui sont faits que le désir réel. C'est le manque, la crise du logement et les prix des loyers, le manque de place en crèche, la mauvaise articulation vie professionnelle, vie privée et le manque d'investissement encore du coparent et donc souvent du père, quoi. Donc c'est hyper clair, et c'est vrai que le voir juste sous le prisme du capitalisme, donc de ce chiffre, c'est hyper problématique parce que ça nous empêche de penser la natalité autrement. C'est-à-dire que la baisse de la natalité en soi, ce serait pas forcément qu'un problème non plus, quoi. C'est-à-dire qu'il y a aussi le fait que, par exemple, dans les pays où on fait un peu moins d'enfants, et souvent c'est aussi lié au fait que les femmes s'épanouissent autrement que dans la maternité. Donc ça, c'est un point positif. En réalité, ça s'est jamais mis en avant par nos dirigeants et dirigeantes, bien entendu. Tout à fait. Dirigeants surtout. Oui, certains, oui. J'enraye correctement les choses. Parce qu'ils n'ont pas d'utérus, mais ils font des choix pour nous, mais bref. Justement, en plus de tous ces problèmes, ces problématiques systémiques, il y a aussi le fait de l'infertilité. Tu en parles dans ton livre, avec l'explosion de l'infertilité, avec 3,3 millions de personnes qui en souffrent dû à des problèmes de santé publique, avec les PFAS, les pesticides et autres, l'affaire Cadium dernièrement. Et tout ça, ça va donc être des causes problématiques systémiques, globales et politiques. Et pourtant, on continue à faire porter la culpabilité sur les individus, et surtout les femmes qui ne veulent pas d'enfants ou qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Est-ce que vous voulez dire quelque chose encore plus à ce sujet ou... Moi, je veux bien rappeler un chiffre, du coup, j'ai pris des petites notes pour pas dire de bêtises, c'est que l'infertilité, effectivement, pendant longtemps, et même encore aujourd'hui, j'ai l'impression que dans l'imaginaire, moi en tout cas, mes amis, les couples d'amis qui subissent de l'infertilité, les parcours sont bien différents en fonction du genre de la personne, et qu'il y a encore plein de médecins qui partent du principe que c'est forcément de l'infertilité féminine, alors même que pour les cas d'infertilité, c'est 30 à 40% du fait de l'homme, on va pas dire de la faute, hein, parce que voilà, c'est pas de leur faute, quoi, et 40 à 45% du fait de la compagne, et après le reste c'est inexpliqué. Et ça, c'est hyper récent que les médecins se disent on va aussi tester la fertilité du partenaire, en fait, du partenaire masculin du couple. Avant, c'était parfois les couples attendaient 6 mois ou 1 an avant qu'on se dise on va peut-être tester la qualité des spermatozoïdes de monsieur. Enfin, je veux dire, c'est complètement aberrant, et en même temps, quand on est concerné, ça n'a rien de choquant. Je pose un peu la question pour tout le monde, mais est-ce que, moi, c'était quand le premier rendez-vous chez le gynécologue que vous avez eu? Moi, j'avais 13 ans et j'ai été mise sous pilule. Je dis vraiment ça comme ça, j'ai été mise sous pilule à 13 ans. J'étais une enfant, je veux dire, il y a quand même quelque chose de l'ordre du contrôle médical. Alors, les avancées médicales, c'est super. Par contre, il faut aussi les nuancer, et surtout, moi, je trouve qu'il y aurait un juste milieu à trouver, parce qu'on peut aussi poser la question à nos congénères masculins. C'est quand la première fois que vous avez consulté pour la santé sexuelle, c'est encore très présent, que ce soit à partir de 50 ans pour la prostate, quoi. Et ça, c'est complètement aberrant, et je trouve qu'en termes d'éducation des jeunes enfants, des générations actuelles, de se dire qu'aller au planning familial quand on est ado, peu importe son genre, ça paraîtrait être une pratique vachement chouette, je pense, et ça responsabiliserait tout le monde. Et en plus, ce sera un espace de discussion et de sécurité, je pense, aussi pour les jeunes garçons qui en ont certainement besoin sans le savoir, quoi. Voilà. Pour moi, la baisse de natalité n'est pas vraiment un problème en soi, en tout cas en France pour l'instant. Effectivement, on est en 2025, on a eu un solde négatif, c'est-à-dire qu'il y a eu plus de décès que de naissances. Mais si on regarde la population en général en France, on est quand même sur une légère augmentation chaque année du fait de l'immigration.
Sauf que les conservateurs et les fachos décrient fortement l'immigration. Et en fait, ce qui inquiète les conservateurs concrètement, c'est le fait qu'il y ait moins de naissances d'enfants blancs élevés dans la tradition chrétienne. Voilà. Donc c'est une nuance importante à avoir. Et donc ce fantasme de grand remplacement et d'avoir peur que du coup les traditions, on va dire judéo-chrétienne française ne soit pas reproduite via la natalité. Et en fait, pour moi, c'est effectivement un faux problème. Et le fait de responsabiliser individuellement les personnes, c'est surtout pour ne pas penser systémique, que les personnes restent isolées dans leurs problèmes d'infertilité et ne conscientisent pas que l'explosion de la fertilité, c'est pas juste un problème individuel, mais c'est un problème sociétal, de santé environnementale, de choix politiques qui ont été faits ou qui n'ont pas été faits depuis des décennies, et de préservation de l'intérêt du capitalisme versus la santé des gens. Et donc, en fait, quand les gens pensent individuellement, ils ne s'organisent pas, ils ne remettent pas en cause la société, et surtout, ils ne se révoltent pas. Merci. Et on peut mentionner le retour de la loi du plomb, d'ailleurs. Il va falloir se réorganiser bientôt, puisqu'elle revient sur le tapis. Voilà. Super. Merci. Bettina, dans ton livre « Notre corps, leur choix », l'appropriation du corps des femmes par les masculinistes d'extrême droite, en citant l'un d'entre eux qui, au lendemain de l'élection de Trump, s'exclamait joyeusement en scandant « Your body, my choice, forever ». Excusez mon niveau d'anglais, mais qu'on peut traduire donc par « votre corps, mon choix, pour toujours ». Rien que de lire cette phrase me fait bouillonner de colère. Est-ce que tu veux développer ? Oui, tout à fait. Eh bien, il y a effectivement un retour. Je pense que cette pensée n'a jamais cessé d'exister, mais en tout cas, il y a un retour de la décomplexion du discours assumé, ouvertement misogyne, qui est alimenté par toute une sphère qui s'alimente les unes les autres, c'est-à-dire les influenceurs masculinistes qui se sentent autorisés de tenir ce genre de propos parce que ils vivent, par exemple, dans le cas de Nick Fuentes que tu viens de citer, dans un pays qui est dirigé par un misogyne notoire qui dit qu'on peut attraper les femmes par la chatte, etc. Enfin, il y a vraiment cette décomplexion de la parole, et on prend toujours l'exemple des États-Unis en disant oui, chez nous, c'est quand même pas si pire, ça va encore. En réalité, moi, je discute beaucoup avec des personnes qui interviennent en collège, en lycée, qui sont profs ou intervenantes extérieures, mais en fait, elles sont démunies de la parole sexiste décomplexée dans les écoles et dès le collège. Encore la semaine dernière, il y a une amie qui m'a dit, en fait, il y a un élève donc il avait 13 ans, qui dit mais c'est normal qu'on ne vous respecte pas, qu'on vous respecte moins que l'autre prof parce que vous êtes une femme. Donc voilà, il y a quand même ce truc où elle a des arguments, elle essaye de décortiquer tout ça, le fait que non, il n'y a pas de... Enfin voilà, la complémentarité biologique des sexes avec les femmes à l'intérieur et les hommes dehors, ça n'existe pas, il n'y a pas de fondement scientifique, donc elle essaye d'aller sur ce terrain-là. Après, elle essaie de leur poser des questions et tout, mais c'est vrai qu'on est un peu démunis et désemparés, et surtout par le manque d'action, encore une fois, politique qu'il y a sur ce sujet, puisqu'en fait, les dirigeants sont de leur côté. Enfin, j'ai cité Trump, mais en réalité, Emmanuel Macron n'est absolument pas mieux quand il dit que Depardieu en fière la France, qui parle d'homme à homme avec Darmanin qui a été accusé de viol. Enfin, on est quand même vraiment sur une dynamique de banalisation des violences, et tout ça se nourrit donc, comme j'ai dit, la sphère masculiniste, la sphère politique et évidemment la sphère médiatique aussi, avec des exemples sur Bolloré qui rachète les médias. Je fais aussi référence à Pierre-Édouard Sterrin parce que tu as parlé aussi d'autres sujets où il est complètement lié à ça, c'est-à-dire que lui, son objectif, c'est de repeupler la France d'enfants de souche européenne et catholiques. Donc c'est les propos qu'il tient, et pour ça, comme ils ont un budget faramineux que nous, à gauche, on n'a pas, parce qu'on n'aime pas l'argent, et voilà, en fait, il y a vraiment ce truc où toutes les vannes sont ouvertes, et en fait ils se renforcent mutuellement, et d'où l'intérêt aussi nous d'avoir une posture qui soit très claire, sans tomber, il n'y a pas d'histoire de tomber dans la pureté militante, mais en tout cas dans une espèce de... Il faut qu'on soit raccord. C'est-à-dire que, encore une fois, je prends un exemple que j'ai eu la semaine dernière, mais je discutais avec une créatrice de contenu féministe qui fait un partenariat avec Amazon. Mais en fait, on ne peut pas défendre, c'est-à-dire se battre toute l'année contre des super pouvoirs et en même temps être dans une espèce d'entre-deux, prendre leur argent quand même et du coup banaliser leur présence. C'est-à-dire que boycotter Amazon, c'est une posture politique. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut qu'on soit un petit peu raccord quand même.
même. Voilà. Encore une fois, sans tomber dans la pureté militante, c'est pas le but. Mais voilà, je pense que j'ai fini. Merci. C'est le choix aussi de nombreuses associations de savoir par qui elles se font financer, par qui elles se font sponsoriser ou autres, ou de créateurs de contenu, parce que malheureusement, on vit dans un monde capitaliste et pourtant, en fait, du côté de la gauche, il n'y a pas d'argent ou moins. Et donc, c'est vrai que des fois, il y a des rapports de valeur à voir ou quel curseur on met pour de qui on accepte l'argent, pourquoi et tout ça. Et puis c'est dire, personne n'est parfait. Hein. Moi, j'ai plein de comportements qui sont problématiques aussi parce que je vis dans un monde capitaliste, donc je fais ce que je peux. Mais oui, c'est toujours une espèce de jauge à avoir, je pense, un curseur, on va dire, en tout cas. Justement, on parlait là du coup de l'influence des masculinistes, c'est principalement sur les réseaux sociaux. Bettina, toi, tu as justement ta page avec 68 700 abonnés quand j'ai été voir il y a quelques jours sur Instagram. Est-ce que les réseaux sociaux sont devenus un espace militant à part entière pour l'écoféminisme et quelles en sont les limites ? Ouais, c'est une bonne question. En fait, je trouve qu'effectivement, ça permet. Enfin, moi, la première, hein, j'avoue qu'en tant qu'utilisatrice des réseaux sociaux, j'ai eu accès à une diversité de points de vue, de pensées, de théorisations qui sont passionnantes. Enfin, franchement, c'est assez vertigineux le choix, enfin, la diversité, encore une fois, de pensées très percutantes. Donc, pour ça, je pense que ça a été assez incroyable. On ne peut pas aussi nier, je pense, la mobilisation populaire qu'il y a pu avoir autour de moments. Reprenons l'épisode des législatives de 2024. Mais en vrai, la mobilisation sur les réseaux sociaux, elle a été vraiment là et elle, je pense, a payé dans les chiffres. Hein. Bon, on voit ce que ça a donné après, mais en tout cas, c'était là. Par contre, je reste assez méfiante et moi, c'est pour ça que j'ai voulu sortir des réseaux sociaux avec l'écriture, avec le spectacle que je joue, c'est-à-dire de voir les gens ou juste d'être là aujourd'hui. C'est que je pense qu'il y a aussi un pouvoir démobilisateur assez fort. C'est-à-dire que du coup, on peut avoir tendance à se dire « Ah, j'ai signé une pétition, du coup, ça y est, j'ai fait ma mission militante » et de se dire que voilà, ça suffit pour renverser un système. Et du coup, je pense que voilà, c'est un peu difficile. Enfin, je n'ai pas de données du coup sourcées, mais j'ai peur que ça puisse avoir aussi cet effet un peu inverse de lisser aussi la pensée féministe en se disant que ça devient un peu stylé et que voilà, juste faire des vidéos en dansant en disant je suis féministe, enfin, en fait, le pouvoir transformateur, je suis pas sûre qu'il soit là, même si en fait, la diversité de représentation des corps et tout ça a été super, mais bon, après, on connaît les algorithmes et leur puissance de nous invisibiliser, donc voilà, je me questionne quand même pas mal. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Rien à ajouter. Merci beaucoup. Christelle, l'écoféminisme est quasi absent du débat politique français. C'est trop radical, trop tôt. Ou est-ce que le problème vient de la façon dont on fait de la politique et comment une écologie donc politique, féministe, queer, antiraciste et décoloniale peut-elle vraiment peser dans les partis et dans les institutions ? Alors le terme, il existe quand même depuis les années 70 et c'est vrai qu'il a émergé récemment, on va dire autour des années 2020, avec des personnalités, on va dire, politiques, de la société civile, littéraire. Donc on a quand même Sandrine Rousseau, lors de la campagne primaire pour les présidentielles, qui se revendique du courant écoféministe. On a Marie-Charlotte Garin, un peu plus locale, donc députée de la circonscription du Rhône. On a aussi des autrices, donc Myriam Baafou, qui a rédigé un essai sur les écoféminismes du quotidien, Lorraine Bastide aussi survivante, et donc c'est un terme qui a vraiment émergé, on va dire récemment, mais qui est pour moi rentré plus dans le quotidien des gens. Après, effectivement, dans l'espace politique, c'est un peu plus compliqué parce que en fait, c'est très traditionnel la manière de faire la politique et très valorisé de rester dans ce qui est institutionnel et avec les codes encore très masculins, universitaires, etc. Et donc, pour faire pencher la balance dans quelque chose d'un peu plus queer, décolonial, antiraciste, ce qui est nécessaire de faire, c'est déjà valoriser la politique par le vécu. Parce que c'est vrai qu'on valorise encore beaucoup en France, que ce soit dans le professionnel ou la politique, le diplôme, alors que vivre des choses dans sa chair, ça peut être aussi valorisable. Je le dis souvent, mais moi j'ai adoré voir Rachel Keke à l'Assemblée nationale, ça m'a fait un bien fou. Elle a eu des discours très forts, elle a parlé de la vie de beaucoup de Françaises et de Français qui utilisent leur corps à l'épuisement pour travailler et subvenir à peine à leurs besoins. Et donc, comment on peut mettre plus de personnes qui sortent pas des institutions politiques, qui correspondent pas au code,
c'est déjà leur faire de la place, mais faire de la place avec des moyens concrets. Pas juste avoir un totem en se disant on a une ou deux personnes qui représentent la diversité, mais c'est mettre de l'argent, donc des caisses de solidarité. C'est aussi s'organiser pour qu'il y ait des gardes d'enfants, mais des gardes d'enfants qui ne soient pas gérés uniquement par les femmes. C'est aussi s'organiser pour que on puisse avoir une alternance des temps militants pour que ça soit compatible avec la vie d'actif et d'active, et que quand on a des alliés qui arrivent enfin au pouvoir, il y ait une réflexion sur comment on fait pour qu'il y ait plus de personnes qui nous rejoignent. Concrètement, est-ce qu'on pourrait pas voter légalement des congés pour militantisme ou pour activisme politique, et qu'en fait, on puisse vraiment avoir la possibilité, si on a envie, de sortir de son quotidien où il faut absolument subvenir à ses besoins et nourrir sa famille, pour se dire, en fait, si je travaille 4 jours par semaine, est-ce que le 5e jour, je peux pas me mettre dans le tissu associatif, le tissu politique, et faire porter ma voix à des échelons un peu plus élevés. Et donc, c'est hyper, hyper important de ne pas juste avoir des discours et des intentions, mais on est dans un monde capitaliste, donc il faut jouer avec les codes capitalistes. Et pour moi, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et c'est aussi faire en sorte que les personnes minorisées aient l'espace nécessaire pour pouvoir sortir de leurs conditions, ou aider les populations qui leur ressemblent à sortir de leurs conditions de personnes minorisées, tout simplement. Carrément. Merci beaucoup pour... Merci à toi. Et on arrive sur la fin, bientôt. Concrètement, quel est le premier geste militant et accessible pour quelqu'un qui découvre l'écoféminisme aujourd'hui ? J'avoue que elle m'a beaucoup perturbée cette question, parce que j'étais, mon Dieu, il faut hiérarchiser les gestes, comment on fait. Et après, je me suis dit que j'avais envie de proposer le fait de, ce que j'ai un peu dit au début, déjà de prendre conscience qu'on a tous et toutes des biais, on grandit dans une société sexiste, raciste, validiste, grossophobe, etc. Et que du coup, il y a plein de choses que l'on doit défaire pour articuler une pensée complexe qui prenne en compte la diversité justement des besoins et des points de vue. Et là, je vais prendre un cas personnel. Moi, pareil, donc au début de mon développement de pensée féministe, j'étais absolument pour la prison. J'étais là, évidemment, il faut plus de moyens pour la prison. Enfin, je reviens de loin là aussi dessus, sur le fait que maintenant je suis plutôt anti-prison, anti-police. Enfin, je veux dire, je pense que certes c'est inconfortable, mais qu'on doit être capable de gérer nos conflits nous-mêmes en fait, et qu'on nous a un peu dépossédés de ça finalement, en se disant que c'était plus simple, mais je pense pas. Et du coup, de s'inspirer en fait de plein de courants de pensée. Pour prendre l'anticarcéralisme, je peux citer Angela Davis ou Mariam Kaba, que je lis beaucoup et qui sont hyper inspirantes. Et ouais, plus simplement, enfin plus largement, de se dire qu'il faut qu'on change notre mécanisme de pensée. Pareil, je vais prendre un autre sujet parce qu'en France, l'islamophobie, c'est une petite passion politique et même sociétale, d'avoir un autre point de vue sur le fait que les femmes musulmanes ne sont pas soumises juste et ont une agentivité. Et là-dessus, moi, il y a quelques années, j'avais découvert un livre qui s'appelait Un féminisme musulman, et pourquoi pas, qui avait été une porte d'entrée super intéressante. Voilà, je pense que déjà, c'est en tout cas quelque chose qui me paraît super pertinent de se dire on a forcément des biais parce qu'en fait, on est avec tout un attirail de préjugés et dans une ville donnée avec une couleur de peau, etc. Et comment on fait pour ratisser plus large et faire en sorte que notre engagement militant ne mette pas des bâtons dans les roues à quelqu'un d'autre, quoi. Ce qui est quand même super, un peu la base de l'écoféminisme, du coup. Bon, je vais dire des choses qui rejoignent ce que Bettina vient de dire. C'est déjà de ne pas se positionner dans une forme de culpabilité, parce que la culpabilité... Enfin, pour moi, elle n'est pas mobilisatrice. Il faut être plutôt dans une posture de responsabilité, avoir conscience de ses biais et avoir conscience que qu'importe qui on est, on a des biais, même quand on est une personne minorisée. Ça, c'est important de le dire. On a aussi beaucoup de chance aujourd'hui d'avoir accès à plein de ressources. Donc, c'est vrai qu'au début, quand on a un peu le complexe de l'imposture, on préfère d'abord se documenter tout seul. Donc, on a plein de podcasts, plein de livres accessibles à la bibliothèque. Et ça, c'est vraiment une richesse et une chance qu'on a aujourd'hui, en privilégiant, pour moi, les ouvrages, les œuvres qui sont à la marge. Parce que vraiment, on est bassiné à longueur de journée. On n'a pas besoin de faire d'efforts pour avoir le contenu mainstream. Donc, par contre, faire l'effort d'aller chercher les œuvres à la marge pour, du coup, aller questionner, aller chatouiller nos biais internes. Et pour moi aussi, c'est vraiment important, dans un deuxième temps, d'aller se confronter à l'humain et donc d'aller dans des festivals locaux, des tiers-lieux locaux pour déjà juste écouter
Et puis, pourquoi pas s'investir. Et désolé, c'est pas le premier geste, mais quand on a les moyens, encore une fois, contribuer financièrement à faire émerger des nouvelles personnes, des nouveaux lieux, pour que nos idées progressistes, elles diffusent le plus largement possible. Ouais, et je rejoins aussi ce que tu viens de dire, complètement d'accord sur le fait de se reconfronter à l'humain. J'adore ta phrase en fait, parce que mine de rien, on s'en rend pas compte, mais en fait, on est forcé à l'individualisme, avec le capitalisme qui, j'espère, est en bout de course, mais on est grave forcé à ça, et que certes, c'est inconfortable. Faire collectif, c'est pas confortable. Faire de la politique, donc pas au sens parti politique, mais être politisé, c'est inconfortable. Être dans des milieux militants, dans des associations où on débat pendant des heures parce qu'on marche pas au vote, mais au consensus, c'est inconfortable et c'est fatigant. Mais en fait, l'idée, et je rejoins ce que tu avais dit tout à l'heure aussi, Christelle, sur le fait d'avoir des moyens pour être actif et active là-dedans, ça devrait être aussi la base de se dire que, en fait, être politisé ou personnalité politique, ça devrait être le lot de chaque citoyenne et citoyen, en fait. Donc, on devrait avoir ce temps-là et potentiellement être dédommagé pour ce genre de choses aussi, sans que ce soit une carrière à temps plein, quoi. Mais ouais, c'est trop bien que tu l'aies mentionné. Merci. Et puis permettre l'accessibilité aussi à tout ça, parce que du coup, nous, on a la chance d'être en ville, c'est-à-dire citadine, mais dans les campagnes, c'est beaucoup plus isolé. Et même, par exemple, pour les quartiers populaires et tout ça, c'est aussi plus compliqué d'aller au centre-ville, etc., avec les mobilités de transport et tout ça. Mais bref, il y a vraiment aussi niveau accessibilité pour les personnes aussi en situation de handicap et tout ça, donc vraiment faire des milieux beaucoup plus inclusifs et accessibles à tout le monde, suivant aussi les priorités du temps et tout ça, et de l'argent. Ouais. Mais franchement, sur les milieux ruraux, je pense qu'on a un biais aussi. Moi, j'ai grandi plutôt dans des grandes villes aussi, même si c'était en banlieue, quoi. Les milieux ruraux sont bien plus actifs que les grandes villes, hein. Et alors, Paris, vraiment, moi, chaque fois que je vais jouer mon spectacle à Paris, c'est un désastre de mobilisation. Alors que tu vas dans des petits tiers-lieux ou des petites des villages, et ben, en fait, les gens, ils sont là, quoi. Parce qu'ils s'organisent bien mieux à des échelles locales et d'où l'intérêt de revenir au local aussi, je pense, en fait, que dans des grandes villes où, déjà, il y a une offre pléthorique qui fait que t'es dans la FOMO permanente, du coup, tu sais plus jamais quoi faire. Donc, ouais, je pense que ça, c'est peut-être un biais qu'on a aussi en ville, quoi. Enfin, que j'ai aussi, hein. Super, merci. Et justement, là, tout à l'heure, vous parliez de ressources. Est-ce que vous avez des ressources incontournables à recommander, des livres, des contes, des assos, des podcasts à recommander pour justement développer notre esprit écoféministe ou critique Donc moi, je vais prêcher pour ma paroisse. Au sein des écologistes, je fais partie de la tendance radicalement vôtre, qui essaye de porter une ligne très à gauche au sein des écologistes, et où on essaye vraiment de faire le lien entre différentes luttes, donc vraiment la convergence des luttes. Et donc, on a une chaîne YouTube qui s'appelle Radicalement Vôtre, sur lesquelles on diffuse les brunchs radicaux. Donc, ce sont des sessions webinaires qui ont lieu le samedi matin, sous un format d'1h30. Et en fait, on va parler de différents sujets, donc l'antispécisme, le décolonialisme, le bien-être militant, les droits des personnes exilées, les droits LGBTQIA+. Et donc, l'année dernière, j'ai notamment animé un brunch radical avec Sarah Durieux sur le bien-être militant. Et donc, on n'est pas obligé d'être là en direct, puisqu'après, ensuite, on les diffuse sur YouTube. Donc, la chaîne Radicalement Vôtre et les brunchs radicaux. Et donc, si des personnes externes aussi veulent intervenir, parce que des fois, on a des personnes qui ne font pas partie des écologistes qui interviennent sur leur sujet de prédilection et d'expertise, on est toujours heureux et heureuse de les faire intervenir, de les interroger pour développer véritablement ces sujets-là, parce qu'on n'a pas la prétention de tous les avoir en interne. Et donc, vraiment faire le lien avec la société civile, les militants, les militantes qui ne veulent pas être encartés, mais qui peuvent, par leurs idées, nous bouger en tant que personnalité politique à mettre des choses concrètes dans nos programmes et qui ne sont pas déconnectés de la réalité et du quotidien des personnes qui vont voter pour nous ou pas. Mais en tout cas, nous, on essaiera de développer notre programme avec une ligne très, très à gauche au sein des écologistes. Et j'ai participé deux fois, je crois, au brunch radicaux le samedi matin. C'était super cool. Et moi, j'ai donné plusieurs références déjà plus tôt, et notamment Angela Davis, Mariam Kaba. Qu'est-ce que j'avais cité? Oui, Malika à midi. Et une dernière, deux.
Mais tu as aussi cité Myriam Bafou, évidemment, que j'adore lire et écouter dans les podcasts. Et Fatima Wassak aussi, je lis beaucoup, notamment sur tout le développement local qu'elle a fait à Bagnolet autour de l'association Front de Mer, qui se fait attaquer en permanence parce que islamophobie, encore une fois, hein, mais juste hyper décomplexée, c'est-à-dire qu'elles ont quand même gagné plein de batailles. C'est-à-dire s'il y a un exemple d'association locale qui ne lâche rien, qui a une ligne hyper précise, qui décide d'essayer de rentrer dans les institutions et qui y arrive pour faire changer les choses, c'est-à-dire que c'est grâce à elles notamment qu'il y a des repas végétariens dans les cantines à Bagnolet. Elles se sont fait mettre des bâtons dans les roues de ouf parce que on les a accusées de vouloir faire rentrer l'islam à l'école parce que elles parlaient de végétarisme, quoi. Enfin, vous voyez un peu le niveau du débat, mais donc du coup ressource très cool aussi à avoir en tête, je trouve. Super, voilà. Merci. D'autres choses à ajouter? Non, merci de nous avoir donné la parole. Bah ouais, merci beaucoup. Est-ce qu'on a encore un peu de temps? Est-ce que le public, vous avez des questions? J'ai un peu peur d'avoir du mal à m'exprimer, mais je vais essayer. Enfin, en fait, j'en ai plusieurs en tête. Je vais choisir... j'aimerais bien connaître votre avis, si vous voulez bien nous le partager. Moi, ça fait plusieurs mois. En fait, ça fait depuis Blocontou, le 10 septembre, que je m'interroge particulièrement sur les violences, ce qu'on appelle des violences, et notamment les Black Blocs, les choses comme ça. Et je suis allée voir un spectacle qui met en lumière les violences sociales, le mépris social, etc. Et voilà, je m'interroge juste sur ce sujet-là et j'aimerais bien connaître votre position, si vous voulez bien la partager. Excellente question. Oui. Alors c'est vrai que pendant des années, même aujourd'hui, on décrit la violence physique, la violence visible, la violence aussi qu'on assimile à des populations extérieures, donc les populations maghrébines, les populations noires, ce qu'on appelle aussi l'ensauvagement des cités, etc., sans penser la violence systémique. Sans penser que être méprisé tous les jours de sa vie, c'est aussi une violence. Le silence, c'est-à-dire que quand on fait des mobilisations citoyennes et qu'en retour, on a des politiques qui refusent de prendre leurs responsabilités et de mettre au référendum certains sujets, c'est une violence aussi. Et je pense que dans un monde idéal, effectivement, on est contre la violence, mais il y a vraiment cette notion de vase communicant où on a la cocotte minute, où institutionnellement, certaines personnes dirigeantes qui ont le pouvoir vont agir avec violence, mais une violence invisible, insidieuse, et après ça va péter. Et on va cibler les personnes qui vont physiquement, ouvertement faire preuve de violence. Et donc du coup, je pense que c'est hyper important de pointer les violences institutionnelles, de les nommer, de les documenter et de les mettre au même niveau que les violences physiques visibles. Et surtout, quand on va saccager un McDo, excusez-moi, McDo va s'en sortir. Alors que quand on se met à 5 sur une personne de cité, cette personne, elle va s'en souvenir toute sa vie, et même physiquement, et peut-être que même ça va avoir des impacts sur sa vie professionnelle, sur sa manière d'avoir une retraite confortable plus tard, et même sur sa perception de soi. Et donc, vraiment ne pas tomber dans le piège de hiérarchiser le type de violence. C'est hyper important. Ouais, carrément d'accord. Effectivement, j'allais revenir au même point. Et il y a un exemple que je voulais donner, un exemple personnel, c'est que j'ai une amie, donc moi j'habitais à Lille pendant longtemps, et j'ai une amie qui bossait dans un lieu culturel à Mont-Saint-Barreul, donc une ville à côté de Lille, dans un quartier hyper populaire, plein de tours immenses et tout. Ils ont ouvert ce quartier-là avec une programmation qui était représentative des gens qui bossaient là et pas du tout des habitants et habitantes. Et quand il y a eu des grosses manifestations, ce lieu, ça a été un des lieux qui a été cramé par les habitants et habitantes du quartier. Ma pote, je sais qu'on en a discuté, on s'est engueulé en fait là-dessus, où elle m'a dit mais je comprends même pas pourquoi ils font ça, nous on fait ça aussi pour eux, etc. Et en fait, la programmation, elle n'avait rien à voir, elle n'avait jamais été faite en collaboration avec les gens qui habitaient là. Évidemment qu'ils sont allés brûler cet endroit parce que le mépris de classe qui sortait de ce lieu, mais il était flagrant en fait. Et ma pote, elle le voyait pas comme ça parce que quand tu bosses là-dessus, évidemment son objectif il est hyper louable et tout, il y a vraiment pas de problème. Mais la concrétisation était que évidemment c'était comme ça. On peut prendre aussi l'exemple des. Alors moi en fait je suis vraiment en faveur d'une pluralité de techniques, que ce soit de
la marche familiale, festive, où on peut emmener tout le monde, au Black Bloc, je pense qu'en fait, on est tous dans le même du même côté, que ce soit des fémènes à celles qui veulent rentrer dans les institutions. Je pense aussi qu'on est tous du même côté et que il faut qu'on teste plusieurs choses. Et encore une fois, après, je te rejoins vachement sur la question de la colère, le fait que se faire violenter en permanence par un État. Je peux prendre parfois un autre exemple. Dans les manifs, c'est vrai que moi j'ai participé à des grosses manifs où c'est des vitres d'école avaient été cassées et tu dis ah ouais, c'est l'école publique, super. En fait, il y a toute une partie de la population qui se fait violenter de ouf à l'école, quoi. Et à qui on dit que de toute façon ils auront jamais leur place, qu'ils sont trop cons. C'est normal que du coup il y a un moment on ait envie de péter leurs vitres en fait. Du coup voilà, il y a ça aussi. Moi aussi je suis favorable. Moi j'avoue je suis favorable à ce qu'on défonce tous les McDo de France. En fait il y a un moment tous les Carrefour qu'on les tag, quoi. Donc voilà. Et aussi je fais un petit aparté, mais parce que pareil. Je trouve même dans les campagnes politiques, c'est souvent reproché, par exemple, à Jean-Luc Mélenchon d'être trop virulent, d'être trop vénère sur les plateaux télé. Mais moi, j'ai envie de dire, mais les gens qui arrivent à te tenir comme des Jordan Bardella, mais c'est eux qui me font flipper, en fait, franchement. C'est-à-dire, comment tu peux réussir à garder ton calme quand tu vis dans une société qui te violente en permanence, où les inégalités n'ont jamais été aussi élevées et où, du coup, encore une fois, l'islamophobie, le sexisme, les féminicides augmentent chaque année. Enfin, voilà. En fait, on est dans un monde violent. Et la première violence, comme tu l'as rappelé, Christelle, c'est la violence institutionnelle. Ensuite, on répond. Et ensuite, il y a la police qui arrive en disant « Vous voyez, ils sont méchants, il faut qu'on les tape. » Donc voilà, toujours se rappeler de cette première violence, tout à fait. Et on va faire un peu un rappel des futures actualités des invités. Est-ce que tu veux commencer, Bettina ? Avec plaisir. Oui, je joue en ce moment, depuis un an, un spectacle qui s'appelle « Pourquoi j'ai invité mon agresseur à mon mariage ?» où je parle de la culture du viol, de la silenciation et des mécanismes qui permettent cette silenciation et de donc débunker un peu les raisons pour lesquelles les victimes ne parlent pas ou mettent 10 ans, 20 ans, 30 ans avant de parler. Voilà, donc je le joue régulièrement. Ça fait déjà 2 fois que je viens à Lyon, donc j'espère pouvoir revenir. Je le joue demain à la Médiane, super tiers-lieu qui vient d'ouvrir apparemment, donc trop contente. Voilà. Et après, sinon, je parle un petit peu de toutes les actualités féministes, politiques, écologistes sur Instagram, sur mon compte, du coup. Voilà. Merci. Et de mon côté, moi, je suis, du coup, comme je l'ai dit, adhérente des écologistes. Et je me suis engagée pour plus de représentativité. Et donc, je sais que c'est compliqué aujourd'hui d'envisager sereinement un engagement politique pour les personnes qui ne veulent pas faire carrière dans la politique. Mais pour moi, c'est hyper important qu'on essaye d'avoir une pluralité de modalités d'action. Malheureusement, heureusement, je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est dans les institutions politiques qu'on vote les lois. Et donc, plus on aura de personnes qui viennent de la base, plus on pourra influer les lignes politiques. Et donc, n'hésitez pas à vous engager, c'est hyper, hyper, hyper important. En ce qui concerne les commissions thématiques des écologistes, donc la commission féminisme, il n'y a pas besoin d'être adhérent, adhérente pour venir dans cet espace-là. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Et je trouve que c'est un espace dans lequel moi, je me ressource, où c'est une soupape de sécurité véritablement, puisqu'en fait, on est nombreux et nombreuses à y être, à partager un socle fondamental qui est l'écoféminisme. Et même les hommes qui font partie de cette commission-là, je les trouve bienveillants, je les trouve dans la bonne posture. Et donc, le fait qu'on soit de plus en plus nombreux, ça permet de diffuser les idées. Petit exemple, la commission féminisme a créé une boucle d'entraide à destination des candidates des municipales. Et donc, on était là pour organiser des sessions d'empouvoirment, pour décrypter des situations problématiques, pour aider à aller chercher des ressources, développer des techniques militantes. Et donc, c'est parce qu'on était suffisamment nombreuses au sein de la commission féministe qu'on a pu proposer ça. Donc, n'hésitez pas à vous engager. Si vous avez des questions, je suis disponible. Et en plus, je termine mon mandat en octobre prochain. Donc, si je pouvais avoir de la relève, ce serait top. Merci beaucoup. J'ai pas fini, pardon, désolée. Je vais faire un peu de communication sur Ecofemina. Donc, on est une association écoféministe intersectionnelle lyonnaise. On a notre prochain événement, c'est une scène ouverte intersectionnelle écoféministe qui aura lieu à la Médiane. Et donc, du coup, si vous êtes artiste parmi vos poètes, chanteuses, chanteurs, drag queen, drag king, stand-up, en fait, c'est multi-art. Et donc, du coup, rendez-vous le 8 juillet à la Médiane. Vous avez les candidatures jusqu'au 30 juin sur notre site internet.
Et ensuite, nous avons notre festival, qui est surtout connu pour notre festival Ecofemina, qui aura lieu le 17 octobre à la MJC de Villeurbanne. Et voilà. Merci à toutes les deux d'être venues. Merci. Merci. Merci au festival de nous avoir accueillis. Écoféminisme, les chroniques d'Ecofemina.